fraude sociale, quels moyens d'action pour l'employeur? On en parle tout de suite avec mon invité, Julien Aunis, of Counsel chez Capstan Avocat. Julien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble fraude sociale et moyens d'action pour l'employeur. Mais avant, le gouvernement a présenté un bilan sur la fraude sociale le 20 mars dernier. Quels sont les éléments les plus marquants de ce rapport? Effectivement, en mai 2023, Gabriel Attal, qui était alors ministre des Comptes publics, avait commandé un rapport sur la fraude sociale et la fraude fiscale. Moins d'un an après, le gouvernement a présenté son bilan et les chiffres sont effectivement assez éloquents. Alors, s'agissant de la fraude sociale, on dénombre 450 millions de fraudes à l'assurance maladie, 11 millions de fausses ordonnances et 5 millions de faux arrêts de travail. Donc, c'est des chiffres énormes. Le bilan est énorme, malgré tout. Il y a un point qu'il faut quand même préciser si on est honnête, c'est que le président, le directeur de l'assurance maladie a confirmé le 8 septembre dernier que la fraude représentait que 0,1% des arrêts maladie. Donc c'est un épiphénomène qui prend de l'ampleur. Malgré tout, il ne faut pas nier le fait que la souffrance au travail, la maladie existe. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est vraiment la fraude, les cas exceptionnels, mais qui deviennent de plus en plus importants. Et les arrêts maladie existent pour de bon. Il y a des salariés qui sont effectivement victimes. Ça, il n'y a pas de sujet. Alors, comment vous expliquez cette augmentation des arrêts maladie frauduleux ces dernières années? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Je pense que la fraude, c'est un abus de droit. Alors, pour qu'il y ait un abus de droit, il faut qu'il y ait une règle de droit. Une règle de droit, et on a vu des évolutions. Et la règle de droit, lorsqu'elle est nouvelle, on se l'approprie, on tente de la contourner. Et puis, assez vite, certains acteurs peuvent vous aider. Donc, moi, je pense que c'est l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de nouvelles lois qui ont fait que les salariés ont pu être tentés pour certains, et une petite partie, comme je le disais, de contourner. Qu'est-ce qui a favorisé ce contournement, ces textes? Alors, justement sur les textes, très clairement, je pense que l'entrée en vigueur du barème Macron a été un moyen, en tout cas, est venu limiter le montant des indemnités, on pourrait y revenir. Et effectivement, les salariés, parfois aidés par leurs très bons conseils, ont pu être tentés de chercher des moyens pour contourner. Je pense que parmi les autres points qui favorisent la fraude, l'intelligence artificielle, le développement de nouvelles technologies, dans un univers qui est non régulé, je pense que, pareil, ça a facilité. Ça a contribué. Et le fait que les moyens de l'assurance maladie, alors bien que le gouvernement, notamment, dans son rapport, mette en évidence le fait de s'améliorer, le fait de mettre en place plus d'agents, je pense que les moyens sont limités, que les fraudeurs le savent, et que ça aide. Ils en profitent, complètement. Alors, vous avez évoqué le barème Macron. Quel lien peut-on établir entre la mise en place du barème Macron en 2017 et la recrudescence de ces arrêts de maladie frauduleux, suspects? Alors le lien que je fais moi en tout cas, c'est qu'en tant que praticien du droit, il y a 7 ans effectivement en arrière, Emmanuel Macron, parmi les mesures phares au début de son premier quinquennat, ça a été d'encadrer les mesures, les indemnités pour les salariés. L'objectif, c'était aussi de rassurer un peu les employeurs sur le risque qui pouvait exister dans l'hypothèse d'une contestation devant le Conseil de prud'homme, parce qu'on souvent on ne savait pas où ça pouvait aller. L'encadrement des indemnités, dans le cadre du barème Macron, est limité à certains cas. Dans l'hypothèse où vous invoquez un moyen de nullité de votre licenciement, les indemnités ne sont plus limitées. D'accord? Donc c'est-à-dire que le barème qui a été fixé, c'est pour une cause réelle et sérieuse, un licenciement simple, entre guillemets. A l'inverse, si vous venez chercher un vecteur de nullité, typiquement qui peut être lié à la maladie, alors le barème est déplafonné. D'accord. Voilà, ce qui a pu justifier, dans une certaine mesure, le recours à des faux arrêts, ou en tout cas, voilà. De quelle manière on pourrait limiter justement ces effets négatifs du barème Macron? Alors, je pense que la manière la plus... Enfin, il y en a deux, je dirais que la première, elle appartient au gouvernement, très clairement, et je pense que ce rapport du gouvernement en est la preuve que le gouvernement est conscient qu'il faut agir. Je crois que c'est d'ici 2027, il y a 1500 agents ou 1000 agents supplémentaires qui sont prévus pour la fraude sociale. Alors on verra si le nouveau gouvernement qui prend ses fonctions aujourd'hui poursuivra ce cap, mais à mon avis c'est un cap qui est essentiel. Du côté de l'employeur, je pense que il subit la fraude, et le meilleur c'est la vigilance. Le meilleur moyen c'est la vigilance. Plein d'actions correctives qu'on pourrait évoquer après, mais clairement, le premier pas, c'est la vigilance. Donc, soyez prudents et attentifs. Attentifs aux signaux faibles et à tout ce qui peut effectivement interpeller. Évoquons maintenant les enjeux financiers. Quels sont les enjeux financiers pour les employeurs face à cette situation, notamment devant les conseils des prud'hommes?
C'est une bonne question, effectivement. Alors, il y a un point qui est important, c'est le facteur temps. En général, on a plutôt le sentiment que le salarié il a envie que son procès aille vite. Oui, Et on va voir que dans l'hypothèse des nullités, ça peut un peu s'inverser. Très souvent, on pense que c'est l'employeur qui va être dilatoire devant le conseil de prud'homme, qui va faire traîner la procédure, ce qui est faux de manière générale. Mais par ailleurs, dans le cas des nullités et des demandes liées à la maladie, c'est le salarié qui va pouvoir intérêt à ce que la procédure traîne un peu. quel intérêt il a, justement? Alors, je vais être concret. On va prendre deux situations. Un salarié, admettons, qui a 5 ans d'ancienneté, qui gagne 5 000 euros par mois et qui, dans une entreprise de plus de 11 salariés, puisque c'est comme ça que le barème Macron est construit, il y a une différence entre les petites et les grandes entreprises. Prenons cette hypothèse. Le salarié est licencié pour, je sais pas, insuffisance professionnelle, il conteste son licenciement, souhaite des indemnités en dehors d'un cas de nullité. Le barème prévoit que son indemnisation elle est prévue entre 3 mois et 6 mois de salaire. Concrètement, un salaire à 5 000 euros, entre 15 et 30 000 euros. A l'inverse, si le salarié vient chercher une cause de nullité, admettons considérer que son licenciement est lié à son arrêt maladie, c'est une cause de nullité discriminatoire en lien avec l'état de santé. S'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, le barème minimum sera de 6 mois de salaire. Là où pour le barème D'accord. Macron, c'était 3. Donc vous voyez déjà que Oui, donc voilà, ça double. ça double. Ça double pour le minimum. Et ensuite, il n'y a pas de plafond. Dans la limite du préjudice qui va être justifié. D'accord. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu sur le temps, il va être dans l'autre cas. L'hypothèse est celle qui se développe de plus en plus. L'hypothèse où le salarié demande la nullité et la réintégration. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le salarié, dans l'hypothèse où le juge ordonne sa réintégration, réintégrer l'entreprise, Mhm. voilà, et aura le droit au salaire dont il a été privé entre sa sortie des effectifs et sa réintégration. Je vous D'accord. apprends rien, vous connaissez les délais devant les conseils de prud'homme. Vous pouvez avoir entre, allez, si on n'est pas à Nanterre, parce qu'à Nanterre c'est vraiment très long, mais si on est sur un conseil de prud'homme qui fonctionne à peu près normalement, on va dire Paris, entre la saisine du conseil de prud'homme et un arrêt de cour d'appel, vous avez globalement 5 ans. Oui, c'est extrêmement long. Donc si je prends mon exemple du salarié qui a 5 000 euros par mois, j'avais dit qu'au maximum il avait 30 000 euros, maintenant on sera sur 300 000. Ouais, c'est pas du tout C'est pareil. pas du tout pareil. Donc vous comprenez l'enjeu du temps, et effectivement, plus la procédure va durer, et le salarié a la main, peut avoir la main avec ses conseils pour que la procédure dure, plus Plus ça l'addition coûte va cher être élevée. pour Et l'employeur. on parle de rappels de salaire qui sont soumis à cotisation, donc Bien quand sûr. on dit 300 000, c'est 300 000 bruts. Donc vous faites l'addition, ça chiffre D'accord. vite. Alors, un autre élément important, vous l'avez parlé tout à l'heure, de détecter les signaux faibles. Concrètement, comment les employeurs peuvent-ils détecter une potentielle fraude aux arrêts maladie? Alors, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je pense que je vais faire un parallèle avec ce qu'on connaît pour les élections et les salariés qui tentent de se protéger avec une candidature imminente. On le sait bien, à l'approche des élections professionnelles. Certains salariés qui se sentent un peu dans l'œil du cyclone vont se présenter aux élections à l'approche pour être protégés, puisque c'est un vecteur de Bien protection. sûr. Il existe un mécanisme qui est la contestation de la candidature imminente, une procédure accélérée devant le tribunal judiciaire. Parmi les indices qu'on va utiliser, c'est le fait que la candidature soit proche des élections et d'un éventuel licenciement, et le fait que le salarié n'ait jamais donné d'intérêt aux élections de manière générale, au fait de se syndiquer. Le parallèle avec la maladie, c'est un peu le même, c'est-à-dire que la convocation à entretien préalable tombe, le lendemain, le salarié est placé en maladie professionnelle, donc le critère temps, là, je pense qu'il est quand même assez clair. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, le salarié avait aucun problème de santé, rien de déclaré, pas de voilà. Là, pour moi, c'est un indice. Ce sont deux indices très forts d'une éventuelle fraude. Par ailleurs, et autre point, dernier point, c'est le fait que le médecin soit situé je sais pas, à 500 km de là où habite le salarié. On peut comprendre que là, qu'il y a un arrêt de complaisance. C'est un indice qui peut faire C'est un penser que indice, c'est un arrêt exactement, de complaisance. exactement. Alors, maintenant, on a vu les signaux faibles. Une fois que l'employeur pense être convaincu qu'il s'agit d'un arrêt frauduleux, quelles actions concrètes l'employeur peut-il entreprendre pour faire cesser ces arrêts ou Alors, faire une action? Il y en a plusieurs. Alors, je pense que l'employeur il doit vraiment se débattre parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen, à mon sens aujourd'hui, dans la loi qui est efficace pour pouvoir mener ces actions. Je parlais de la procédure qui existe pour les candidatures imminentes. Vous n'avez pas le parallèle aujourd'hui qui existe pour ce qu'on pense être une fraude à l'arrêt maladie. D'accord ? Vous n'avez pas de procédure accélérée pour saisir un juge, dire D'accord. je considère que. Néanmoins, il y a des actions. Ils ne sont pas dépourvus. Le premier point, c'est déjà de se dire contester l'éventuel arrêt maladie si on considère qu'il est frauduleux. Vous pouvez, alors d'une part, dans une procédure gracieuse, parce que les médecins, parfois, ils ne sont pas pris d'une mauvaise volonté ou ils ne sont pas mauvais escient, mais leur patient est là et c'est ce qu'ils expliquent quand on conteste.
vous écrivez au médecin, vous lui expliquez, parfois il ne veut pas, vous allez devant l'ordre des médecins, et l'ordre des médecins est très sérieux sur ça. Les ordres de médecins. Première étape. Première étape, voilà. Vous avez également la possibilité, si c'est une reconnaissance de maladie pro, évidemment, de suivre de manière très rigoureuse la procédure de maladie professionnelle ou d'accident du travail auprès de la CPAM. Être présent, expliquer le contexte, c'est-à-dire que attirer l'attention sur le fait que le contexte démontre qu'il y a a priori une tentative de fraude. Premier réflexe également, c'est émettre des réserves lorsque le certificat médical arrive. Si vous travaillez une maladie professionnelle, vous émettez des réserves. Quand on voit par exemple le médecin à 500 km, tout de suite, on émet des réserves. Par exemple, lorsque la procédure est engagée, la procédure judiciaire, je vous disais, le temps va être un facteur qui va jouer contre l'employeur, puisque si la réintégration est prononcée 5 ans ou 6 ans plus tard, ça coûtera plus cher. Donc parmi les réflexes, il faut reprendre la main sur la procédure. C'est-à-dire que de manière générale, un calendrier devant le conseil de prud'homme, c'est d'abord le salarié qui conclut, puis vous qui concluez. Je pense qu'il faut s'assurer de bien respecter les délais. On fait souvent le reproche aux avocats de perdre du temps. Bien respecter les délais, le cas échéant solliciter une inversion de calendrier. Ça, c'est un premier point, avoir la main sur le calendrier. Deuxième point, il y a de la jurisprudence qui existe sur le fait que les demandes tardives de réintégration peuvent être abusives et être écartées. Donc, ça, je pense qu'il faut utiliser cette jurisprudence. Utiliser cette jurisprudence et continuer à l'utiliser pour qu'elle produise de nouveaux arrêts en ce sens. On peut également agir, et je le disais tout à l'heure, pour limiter le montant des rappels de salaire. Puisque si le salarié, admettons, a retrouvé un emploi, ça arrive entre sa sortie des effectifs et sa réintégration, alors vous pourrez demander au juge, dans certains cas, parce que ce n'est pas toujours le cas, de déduire les revenus de remplacement qu'il a perçus jusqu'à présent. Ce qui fait que l'addition, elle est quand même moins lourde. Donc ça, pareil, pendant la procédure, il faut se battre avec votre contradicteur pour obtenir les calculs des salaires obtenus dans l'intervalle. Faire les calculs parce que la Cour ou le Conseil de prud'homme, ils n'auront pas le temps. C'est à nous de le faire. Il faut produire les calculs devant la Cour. Exactement. Je le disais, l'addition, elle peut être très élevée par la suite. On peut parler parfois de millions d'euros lorsqu'on rajoute les charges. Et je dirais que là, l'État a quand même un rôle à jouer. L'action éventuellement en responsabilité contre l'État peut être envisagée à deux titres. D'une part parce que la justice est très lente et que si ces délais de procédure n'étaient pas aussi longs, on aurait des sommes qui seraient moins élevées. Et par ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je considère de mon côté que l'État n'a pas mis en œuvre les mécanismes suffisants pour permettre typiquement des voies de recours utiles pour que l'employeur ne soit pas pris au piège. On peut agir en responsabilité de l'État. On peut agir en responsabilité de l'État. Alors, on ne va pas se mentir, les sommes en tout cas qui sont allouées sont rarement à la hauteur du préjudice qui a pu être causé à l'employeur. Maintenant, je pense que ça fait partie des actions qui peut-être mises bout à bout peuvent faire bouger un peu les choses. Pour terminer, comment les employeurs peuvent gérer au mieux cette problématique tout en respectant les droits des salariés ? Alors, vous avez raison, c'est un point important, le droit des salariés, j'en parlais tout à l'heure, la fraude c'est 0,1% selon le directeur de l'assurance maladie. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des salariés qui sont... C'est pas simple de faire la distinction, mais les employeurs savent faire. Je pense qu'on peut leur faire confiance sur les cas de maladies avérées, d'accidents du travail, de maladies professionnelles. Ils savent s'appuyer sur le médecin du travail et je pense que là-dessus on peut leur faire confiance. Sur l'autre pan, et pour répondre précisément à votre question, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut être vigilant, détecter un peu et avoir ces petits réflexes-là, mais je pense que la part vraiment des choses, pour moi, elle est entre les mains du gouvernement dans le fait de réussir à mettre en place des moyens d'action solides, tels que le bilan du gouvernement le prévoit. On va suivre tout ça avec intérêt, on va voir si le gouvernement débloque cette situation. Affaire à suivre. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés et à bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.